Et en particulier, en fait, lorsqu'on est dans des moments de crise comme celle-ci, on a besoin de réagir rapidement, on a besoin de créer des choses qui ne vont pas être de l'exclusivité d'un acteur, mais qui vont pouvoir être réutilisables en fait par tout type d'acteurs, pas seulement en France, partout dans le monde. Et ainsi, on va pouvoir partager beaucoup plus rapidement l'impact d'une solution et donc potentiellement en fait sauver des vies, quoi. Alors bonjour à tous. Donc, mon nom c'est Thomas Landrin. J'ai un parcours de chercheur en biotechnologie et j'ai quitté le monde académique il y a maintenant quelques années pour devenir entrepreneur et monter des laboratoires de recherche, mais participatifs. J'ai monté d'abord la Paillasse, qui est donc était le premier laboratoire communautaire pour les biotechnologies. J'ai également monté une entreprise de biotechnologie qui s'appelle Pili. Et il y a 3 ans, j'ai passé la main à la fois à la Paillasse et chez Pili pour pouvoir monter une nouvelle aventure qui s'appelle Juggle pour Just One Giant Lab, ou juste un laboratoire géant. Et le but, c'est de proposer une nouvelle manière de faire de la recherche collaborative, non pas à l'échelle d'un lieu physique, ce que peuvent être par exemple des tiers-lieux, mais à l'échelle de la planète. Fin février, je lance un appel à différentes communautés dont je fais partie, dont celle du DIY Bio, pour voir s'ils seraient intéressés de contribuer. Et je commence à avoir quelques réponses, parfois un peu timides ou inquiètes, etc. Et surtout, en fait, je commence à contacter aussi des personnes dans le monde académique, j'essaie de faire un peu de veille sur qu'est-ce qui se fait. Et je me dis, OK, en fait, finalement, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est créer un programme spécifiquement sur le Covid-19, où on est en mesure, en fait, juste de collecter massivement, en fait, des énergies de contributeurs bénévoles pour pouvoir faire de la R&D collaborative, ouverte, sur les différents défis que propose le Covid-19. On va dire qu'aujourd'hui, quand tu regardes l'état actuel des choses, il y a énormément d'initiatives qui ont été montées. Le problème, c'est que les universités, en fait, sont fermées. Qu'il y a beaucoup de lieux qui sont fermés. Donc, notre capacité, en fait, à réaliser de la recherche ou du développement est extrêmement diminuée. Les gens, en fait, du coup, sont chez eux et n'ont pas de quoi collaborer, n'ont pas de quoi travailler. Parce qu'aujourd'hui, la collaboration, souvent, elle se fait au niveau local. Ce qu'on propose, justement, c'est une plateforme qui va permettre justement à ces énergies, à ces personnes-là, de se réunir et d'apporter leur expertise pour construire de la connaissance et des outils qui soient libres. C'est-à-dire que ça devient du domaine public. Donc, c'est l'occasion rêvée, en fait, malheureusement, de mettre ces énergies-là enfin ensemble et de démontrer qu'une approche communautaire est véritablement utile. Et en particulier, en fait, lorsqu'on est dans des moments de crise comme celle-ci. On a besoin de réagir rapidement, on a besoin de créer des choses qui ne vont pas être de l'exclusivité d'un acteur, mais qui vont pouvoir être réutilisables en fait par tout type d'acteurs, pas seulement en France, partout dans le monde. Et ainsi, on va pouvoir partager beaucoup plus rapidement l'impact d'une solution et donc potentiellement en fait sauver des vies, quoi. Aujourd'hui, sur l'initiative, il y a plus de 2500 personnes. Heu et donc ça a grandi très, 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 très vite et donc on s'est aperçu en fait qu'on avait aujourd'hui la capacité de cibler non pas seulement le défi du diagnostic, mais aussi le défi de la prévention et le défi du traitement. La prévention, c'est comment on fait adopter aux personnes déjà les bons gestes, comment on évite aux gens de se contaminer les uns les autres. Donc c'est là par exemple qu'on va trouver des projets de masques, de visières protectrices et puis du côté traitement, on a des personnes qui vont travailler, par exemple, donc sur des ventilateurs, qui seraient low cost ou des parties de ventilateurs, qui vont pas d'adapter les ventilateurs existants. Par exemple, on a des méthodes qui permettent de démultiplier, en fait, non pas d'avoir un seul patient sur un ventilateur, mais d'en avoir 2. Maintenant, ce qu'il faut, c'est surtout d'ailleurs avoir, une sorte de validation. Pour vous donner un exemple sur les masques, aujourd'hui, on a recensé plus d'une cinquantaine de designs open source de masques faciales. Il y a plein d'initiatives partout et c'est très, 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 très louable. Le problème, c'est que tous ces designs ne se valent pas. D'ailleurs, on va arrêter en fait la deadline pour la récolte de design, c'est ce soir. Et, et là, on va passer sur la deuxième phase de préévaluation. Donc, sur la cinquantaine, on va peut-être en sélectionner une quinzaine. Et à la fin, on va les faire fabriquer et on va les faire porter par des professionnels pour qu'ils puissent en fait nous donner des indications en fait sur via le confort, d'une part, et potentiellement en fait l'efficacité. Ensuite, on va travailler aussi avec des designers industriels, les industriels, pour qu'ils puissent nous donner en fait des indications sur la faisabilité en fait de l'objet, parce que
faut bien remettre les choses dans leur perspective. Euh, pour, euh, pour contexte, juste la PHP, l'association de l'ensemble des hôpitaux parisiens de la région d'Île-de-France, par jour, ils utilisent en masque chirurgical 150 000 masques minimum. Et ça, c'était des données que j'avais la semaine dernière. Donc, c'est probablement plus élevé aujourd'hui. Donc, on est face à des chiffres qui sont monstrueux et que même si on avait des personnes qui étaient en mesure de fabriquer des masques chez eux avec des imprimantes 3D ou des couturières, à la fin, ça poserait un vrai problème parce que c'est des masques qui ne seraient pas forcément en fait fabriqués de manière standard et surtout le volume va pas correspondre. Bien sûr. Donc, le premier enjeu, c'est de valider des designs qui vont pouvoir être fabriqués par des industriels. Des industriels qui ont la capacité de fabriquer, ils sont à l'écoute, on est en contact avec plusieurs d'entre eux, et que derrière, ils ont en plus un circuit de distribution déjà existant. Donc, l'impact sera totalement démultiplié. C'est très important en fait qu'on offre des solutions qui soient validées. Parce que c'est dans ces moments en fait de crise où tout le monde a envie d'aider et de faire comme ils peuvent, c'est très simple en fait, c'est très facile de faire des erreurs et qui du coup peuvent coûter des vies. La science prend du temps et donc il y a des étapes de validation, il faut reproduire les choses et c'est ça, c'est dur à entendre en fait lorsqu'on juste on a des gens qui meurent autour de soi et qu'on a envie que ça avance, quoi. Vu que c'est un effort communautaire international et que les gens ne peuvent pas se réunir dans un même endroit, ça n'a aucun sens, que ce soit d'ailleurs en fait en temps normal qu'en temps de pandémie. Euh, eh bien, on utilise les systèmes de téléconférence comme Zoom pour pouvoir se réunir. Mais aussi, on fait des réunions publiques. Et toutes les semaines, le mercredi à 6 heures, heure de Paris, enfin 18 heures, pendant 1 heure, eh bien, on ouvre un canal Zoom public et n'importe qui peut venir et écouter, participer tout simplement à la réunion. Absolument, et de manière aussi essentielle que finalement une personne scientifique ou qui aurait un parcours d'ingénieur. Pour bien comprendre, c'est que ici, on est en train vraiment de reproduire le travail que ferait en fait un centre de recherche comme le CNRS, mais avec des bénévoles. Donc, on a besoin de scientifiques, on a besoin d'ingénieurs, mais on a aussi besoin de codeurs. On a besoin de personnes qui sont capables de faire du management de projet. On a besoin des communicants. On a besoin de designers. On a besoin de personnes qui peuvent voilà, nous aider à manager la communauté. Euh, et donc, on a besoin en fait de beaucoup en fait de compétences différentes qu'on retrouverait en fait finalement dans une organisation normale. C'est juste que là, celle-ci elle est totalement distribuée. Euh, Merci Thomas, merci d'avoir répondu à toutes nos questions et on met plein de liens, plein d'infos dans la description de la vidéo évidemment. Merci Thomas et à très bientôt. C'était un plaisir. Bon courage et restez sûr, restez chez vous.